Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. 33 milliards de francs CFA pour réhabiliter la baie de Han, c'est un projet de l'État du Sénégal appuyé par l'Union européenne. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était hier en visite dans la zone. Rubrique quotidienne du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler de Ramadan et rupture du jeûne, particulièrement de la générosité qui s'exprime à travers la distribution gratuite des plats dans les mosquées. Le dossier du dimanche dans l'ère du temps, nous allons faire un zoom sur les chapelets, instruments de comptage ou moyens mystiques d'obtenir des grâces divines. Notre reporter a tenté d'en savoir plus et des explications dans ce journal. Je vous le disais tantôt, projet de dépollution de la baie de Han. L'État du Sénégal, avec l'appui de l'Union européenne, va investir plus de 33 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la baie. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était hier en visite dans cette zone. Il a pu constater l'état des émissaires qui déversent directement leurs déchets dans la mer. Retour sur cette visite avec Mansour Sow. Des canaux à ciel ouvert remplis de déchets plastiques, un littoral complètement transformé en dépotoir. Voilà le décor qu'offre aujourd'hui et cette partie de la baie de Han. Une situation imputable en grande partie aux industriels. Aujourd'hui, nous avons 80% du tissu industriel national installé le long de la baie de Han. Ces industries ne vont pas sans pollution parce que la plupart d'entre elles déversent sur la plage à travers les émissaires des eaux non traitées. Nous avons une autre forme de pollution. Les populations installées le long de la baie, dans les villages de Yarach, de Thiaroye, de Mbao, de Mbatal, déversent en partie leurs ordures sur la plage. Pour venir à bout de ce phénomène, l'État du Sénégal a mis en œuvre le programme de la dépollution de la baie de Han. Grâce à l'appui de l'Union européenne, elle va bientôt retrouver son lustre d'antan. Ce projet consiste à mettre en résumé un système d'assainissement qui va commencer de Koloban jusqu'à Mbao. Toute cette zone, c'est des zones où vraiment il y a énormément d'industries et les industries ne sont pas connectées à un réseau d'assainissement parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc le projet consistera à mettre tout un réseau avec des pompes de relevage et une station d'épuration en bas. Ce projet est extrêmement important de la baie de Han. C'est un projet de 33 milliards de francs CFA avec financement État du Sénégal, Banque européenne d'investissement et Agence française de développement. Nous y avons travaillé depuis presque un an. Le Premier ministre a tenu un conseil interministériel en novembre 2012. J'ai moi-même rencontré pratiquement tous les acteurs. Sur les supputations faisant état d'un retrait de l'Agence française de développement du projet, le ministre rassure. J'ai eu un entretien avec M. Olivier Pesé, le directeur de l'AFD, qui m'a confirmé que l'AFD continue le projet. Mieux, l'avis de non-objection que l'AFD devait nous fournir pour que le bureau d'études continue les projets, cet avis de non-objection a été reçu au niveau de la direction de l'ONAS et le projet se poursuit. Pendant plus de 8 tours d'horloge, la délégation a fait le tour de la zone de Han, d'Alifort, Thiaroye et Mbao. La dépollution de la baie de Han va s'étendre jusqu'à Bargny. Le démarrage des travaux est prévu fin 2013. De Dakar, nous allons au nord du Sénégal. La transhumance n'est plus synonyme d'analphabétisme. L'exemple donné à Tatki dans l'arrondissement de Tillé-Boubacar, département de Podor, grâce à une initiative des ressortissants du département dans le village et de l'association Al-Kawsara. Cette localité dispose d'une école coranique et d'un internat, nous dit Yorossar. Pour les autorités de l'éducation nationale, la scolarisation des enfants des éleveurs transhumants a toujours été un casse-tête. Mais voici que désormais les éleveurs donnent eux-mêmes la solution. À Tatki, dans la communauté rurale de Fanaï, sous-préfecture de Tillé-Boubacar, département de Podor, les enfants d'éleveurs ne suivent plus leurs parents dans la transhumance. Grâce à une initiative des ressortissants du village et de l'association Al-Kawsara, garçons et filles bénéficient d'une école dotée d'un internat pour apprendre l'arabe et le Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad.
Dès qu'elle a pris l'initiative, le ministre de l'Élevage n'a pas hésité une seconde à se rendre sur place et encourager les initiateurs de ce projet qu'elle juge formidable. Et pour montrer son adhésion à l'initiative, Aminata Ndiaye a promis de fournir les matelas indispensables au dortoir des élèves. Sur place, une quête a permis de réunir 333 000 francs qui pourraient alimenter l'intendance de l'école, notamment en matière de nourriture et de médicaments. Je voudrais donc les remercier et leur dire que leur initiative doit faire tache d'huile. Parce que des initiatives communautaires de cette nature, des initiatives citoyennes de cette nature doivent essaimer à travers tout le Fouta, à travers tout le pays, pour qu'à partir de maintenant, plus aucun enfant ne reste sans aller à l'école, sans aller dans un dara. Pour elle, en effet, seule une approche holistique et concertée des problèmes du monde rural permettra de trouver des solutions pragmatiques, réalistes et durables. Restons dans le secteur de l'élevage. Une rencontre d'échange a réuni le ministère de l'Élevage et l'ordre des docteurs vétérinaires. Une invite a été faite aux docteurs vétérinaires à se conformer à la réglementation. Le ministère s'est engagé à les soutenir dans l'exercice de leurs fonctions. Abdelaziz Ban. Cette rencontre a permis de soulever plusieurs questions relatives au travail des docteurs vétérinaires. Il en ressort que beaucoup de manquements sont notés dans l'exercice de leurs fonctions. Nos confrères du secteur public, pour qui nous luttons pour qu'ils aient de meilleures conditions d'exercice, et parmi ces conditions, leur alignement à l'indemnité de responsabilité particulière. Nous avons aussi notre coopérative d'habitat qui est en train de se battre corps et âme pour nous trouver des terrains, des logements pour les vétérinaires. Là aussi, c'est un point que j'ai énuméré dans nos doléances. Nous avons aussi les vétérinaires qui sont dans le secteur privé et qui parfois sont confrontés à des problèmes de moyens. L'État de son côté s'engage à accompagner les docteurs vétérinaires, mais il les invite à se conformer à la réglementation. Et le chef de l'État a décidé récemment, avec la fonction publique, de renforcer de façon très forte le personnel de l'élevage, aussi bien les médecins vétérinaires, les techniciens, les ingénieurs. Parce qu'il faut un bon encadrement au niveau des structures de base pour pouvoir mener à bien notre mission. Il y a une multitude de personnes non contrôlées qui parfois, un sac sur l'épaule, tournent à gauche, à droite, traitent des animaux, vendent des médicaments. Et nous savons que l'utilisation du médicament vétérinaire par une personne qui n'est pas formée est non seulement un danger pour l'animal, mais aussi un danger pour le consommateur final. Donc question de santé publique. D'autres rencontres du genre sont prévues entre le ministère de l'Élevage et les docteurs vétérinaires. C'est pour permettre aux deux parties d'échanger sur des questions qui touchent le secteur de l'élevage. Le collectif des habitants et ressortissants de la Médina a bénéficié d'une ligne de crédit de 70 millions de francs CFA. La somme devrait permettre de financer des projets pour les habitants de la localité. Ceci grâce à l'appui du ministre Seydou Gueye. La cérémonie de signature de la convention a eu lieu dans l'enceinte de la Maison de la Culture d'Outasek, Aïda Mamoudou Diop. La Maison de la Culture d'Outasek s'est retrouvée trop exiguë pour accueillir ces populations de la Médina regroupées autour du charme. C'est le collectif des habitants et ressortissants de la Médina, un collectif qui a trouvé des financements pour les jeunes et femmes de la localité. Cela grâce aux partenaires certes, mais surtout grâce à l'appui du ministre Seydou Gueye. Un geste salué à sa juste valeur par les différents intervenants qui se sont félicités de ce partenariat. Les membres du collectif ont aussi dit leur détermination à accompagner Seydou Gueye dans cette dynamique qui valorise les potentialités de la Médina. En vérité, l'approche mise en œuvre allie financement et mise en place de mutuelles de santé, une initiative qui renforce la couverture maladie universelle prônée par le chef de l'État. C'est un démarrage pour avoir au cœur de la Médina un instrument financier au service des populations pour porter le développement tel que nous le comprenons à travers cette identification précise faite par le président de la République, à travers le développement endogène, la territorialisation du développement et l'implication des acteurs pour la prise en charge de leurs propres préoccupations. Cette convention est également couplée à une possibilité offerte aux populations de la Médina d'accéder aux soins de santé à travers la mise en place d'une mutuelle de santé dont la cotisation mensuelle par le système de bonification et de mutualisation est fixée à hauteur de 250 francs mensuellement
avec une possibilité de prise en charge élargie. Au-delà de cette journée, les populations de la Médina regroupées au sein du collectif des habitants et ressortissants de la Médina Charme entendent tenir un séminaire pour renforcer et vulgariser cette approche de développement. C'est dans la pure tradition militaire que le bataillon des transmissions et de l'informatique a fêté son patron, Saint-Gabriel. La cérémonie qui a eu pour cadre le camp de Yembol a été présidée par le colonel Mamadou Sambo, commandant de la zone militaire ouest. Au menu des activités, souvenirs, décorations, expositions et défilés, le compte-rendu est signé Moussa Mané. La fête patronale Saint-Gabriel est un moment de retrouvailles entre jeunes et anciens qui ont servi le bataillon des transmissions et de l'informatique avec vigueur et dévouement. C'est un moment également pour eux d'avoir une pensée pieuse à l'endroit des illustres disparus. Plusieurs activités ont couronné cette cérémonie, une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs autorités civiles et militaires. Aujourd'hui, avec le développement des technologies de l'information et de la communication, le bataillon doit opérer une mutation. Et avec la numérisation des systèmes d'information et de communication aujourd'hui, tout est remis en cause, y compris la télévision et la radio aujourd'hui. Et l'armée ne peut pas être en reste dans la mesure où tout passe au numérique. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, en interne, nous faisons les mutations progressivement et en temps. La preuve aujourd'hui, l'armée dispose d'un réseau de téléphonie IP qui couvre l'ensemble du territoire sénégalais. Au cours de la cérémonie, des personnalités militaires ont été décorées respectivement au rang d'officier de l'Ordre national du Mérite, de l'officier de l'Ordre national du Lion, de chevalier de l'Ordre national du Lion. C'est tout ce que souhaite un militaire qui a servi dans les rangs pendant un certain moment. Pour tout militaire, il ne rêve que d'être décoré à cette distinction. Le message que j'adresse à mes jeunes qui vont venir dans l'avenir, c'est de faire confiance à ses supérieurs et d'accomplir avec brio la mission qu'on vous confie à chaque moment, quelle que soit la cellule de commandement que vous appartenez. Un moment inoubliable dans la carrière de ces djambars qui continuent de servir l'armée et la nation dans l'abnégation et le dévouement. Nous en venons à la rubrique Ramadan, faire de la charité, un acte recommandé par la religion musulmane, surtout en période de Ramadan. À la mosquée.e, le message est bien compris, des ndougous gratuits et des repas sont distribués aux jeûneurs, nous dit Ibrahim Ndong. Au moment où le soleil commence à se coucher, où les oiseaux s'apprêtent à rejoindre leur nid, l'heure de la rupture du jeûne s'approche. La mosquée de Point-E accueille progressivement ses visiteurs. En attendant, c'est parti pour le service, mais attention, ce n'est pas encore l'heure, il faut encore patienter. Doc Jotna traduisait, c'est l'heure de la rupture, la délivrance. Cette présence est habituelle, c'est depuis 15 ans que c'est à peu près comme ça. Disons que récemment il y a eu beaucoup plus de publicité qui fait que nous avons un peu plus de monde. Mais pendant les périodes où les restaurants universitaires également étaient fermés, la plupart des étudiants venaient ici couper et donc on avait du monde. Ouais. Après la rupture du jeûne, place à la prière du crépuscule. Pendant ce temps, on s'active du côté de la cuisine pour le second service. Ce soir, 25 plats sont distribués à des groupes de 8 à 10 personnes par plat. Si des volontés, des inconnus, je dirais même que nous ne connaissons pas, ont pris la volonté d'aider des gens, la volonté d'amener ce qu'on appelle Ndogou à la mosquée, vraiment c'est quelque chose que nous saluons. Oui. C'est un acte honorable vis-à-vis des musulmans, car par exemple, quelqu'un comme moi, en tant qu'étudiant, ça fait 2 mois que je n'ai plus le ticket pour aller au resto. Et vraiment, c'est vraiment un acte que nous saluons. Et ce grand mécène qui a réussi à réunir tout cela, et vraiment nous le saluons. Des étudiants, des marchands ambulants, entre autres, viennent rompre le jeûne dans cette mosquée. Certains le font par manque de moyens, d'autres par un concours de circonstances. Des fois, je descends à 18h et à 19h. Mais si j'ai le temps, d'habitude les vendredis, je viens ici pour faire mon Khadratul Juma. C'est pour cela que je suis venu ici aujourd'hui. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Car un homme qui ne connaît pas les gens, tous les gens qui viennent ici, mais qui fait ce don-là, c'est extraordinaire. Car notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le disait, il faut donner, il faut donner. Mais comment l'association s'organise-t-elle pour permettre à ces nécessités de restaurer sans difficulté? Réponse avec Adamou Moussa Koundio, responsable de la cuisine depuis plusieurs années. suñ julee takkusaan rek
man déjà dama nekk en place ñii di ñëw di indi ndogu. À 17h déjà, on est sur place pour accueillir les donateurs et retourner aussi aux populations les bols de la veille. Nous ngi sax laa fi un appel par rapport ak li ngeen gis nii que képp ku ñu mën a dimbali. Donc nous en profitons pour lancer un appel aux bonnes volontés. ñu def lu mel ni indi ko fi. Ces stocks de marchandises proviennent des bonnes volontés en plus de la participation de l'association de la solidarité musulmane de la mosquée de Point-E. Des actes de bienfaisance qui permettent à des fidèles musulmans de rompre le jeûne et de se restaurer avec des plats copieux. On les vend aux abords des mosquées et des églises. Ils accompagnent les adeptes dans leurs prières. Il s'agit de chapelets. C'est le dossier du jour. Comment sont-ils produits? Avec quels matériaux? Sont-ils de simples compteurs ou intègrent-ils une certaine valeur mystique? L'enfilage et la vente de ces objets sont-ils rentables? Autant de questions qui ont conduit notre reporter à s'intéresser à cette chaîne de perles qui, depuis des lustres, accompagne l'homme dans ses incantations. C'est un dossier signé Amadou Aramtiam. Confortablement assis sur ses jambes entrecroisées, le vieux Bédignan met les dernières perles de son produit. Kourous en wolof, celui qui se repentit, ou Sabha en arabe, chapelet de son nom français, se définit comme un instrument qui sert à compter. Un moyen de comptage qui, suivant l'évolution du temps, a revêtu plusieurs formes. L'histoire du sabbat remonte loin dans le temps. Les savants ont même rapporté que Fatoumata Bintou, la fille du prophète, utilisait des noix de date pour le comptage de ses invocations des noms de Dieu. Mais aujourd'hui, l'instrument a connu une évolution. On enfile des perles, des boules de bois ou des pierres taillées. Il existe même des chapelets qui sont faits en métal d'argent. Cependant, quel que soit le matériau utilisé, ils sont considérés comme des outils de comptage. En bois d'ébène ou en ivoire, en pierre couque ou en porcelaine, en métal ou en modèle électronique, le chapelet existe dans toutes les religions monothéistes. Aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, l'enfilage répond au nombre de perles requises pour chaque communauté. Il y a plusieurs types de chapelets. Ils sont enfilés en conformité avec les directives de la tariqa, c'est-à-dire la confrérie à laquelle appartient l'acheteur. Nous avons ainsi des chapelets avec 5 CD ou témoins et d'autres qui ont 3 CD. Cependant, entre certaines confréries, les chapelets sont enfilés de la même sorte. Nous enfilons des chapelets en fonction des prières, comme par exemple Saint-Michel, Saint-Antoine, etc. Nous en avons plusieurs dans la religion chrétienne. Je ne saurais vous les citer ici. Aux abords des églises et des mosquées, les étals de chapelets exposent des gammes variées. Au-delà de l'esthétique, chez certaines communautés, c'est la valeur mystique qui prime sur le choix du matériau. Le bois que j'ai entre les mains, c'est ce qu'on appelle Ndjalaban, c'est-à-dire bois d'ébène. C'est ce que les Baïfal utilisent pour faire les chapelets qu'ils égrènent ou qu'ils portent à leur cou. Dans notre communauté, ce bois a une valeur mystique car il protège contre Satan, les djinns et les mauvais esprits. Avec des prix fixés en rapport avec la qualité, les enfileurs ne souffrent pas de la concurrence chinoise qui leur fournit d'ailleurs certains matériaux. Seulement de nos jours, le secteur de l'enfilage et de la vente de chapelets marche au ralenti. Avec la conjoncture, on reste parfois toute la journée sans vendre, ne serait-ce que 5 000 francs CFA, alors qu'avant, il nous arrivait de vendre par jour entre 10 et 15 000 francs CFA. Pour la pratique religieuse, les fidèles ne lésinent pas sur les moyens. Amadounia, lui, est prêt à casser sa tirelire pour une perle qu'il peine à trouver. J'ai besoin de la perle Bahlil. Depuis quelque temps, je la recherche, mais sans résultat. Il y avait quelqu'un qui l'avait ici, mais je n'avais pas avec moi ce chapelet pour faire l'échange, même si je devais ensuite lui ajouter de l'argent. Parfois, j'achète les chapelets à 10 000, 5 000, ça dépend de la valeur de la perle. Mon souhait, c'est d'acheter un chapelet à 100 000 francs, sinon plus. À côté de la prière, un pilier fondamental de la religion, le pratiquant dans un profond recueillement psalmodie les noms de Dieu.
Un exercice solitaire et intense dans lequel le chapelet est le signe symbolique le plus visible. Un instrument d'arithmétique comme chaîne d'amour pour un monologue spirituel envers son créateur. Le chapelet, un outil qui accompagne l'homme depuis des lustres dans ses prières, un dossier signé Amadou Aram Thiam. Fin hier samedi du symposium pour l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara de Ganguel, les participants à cette réflexion ont conclu sur la nécessité de mobiliser la communauté scientifique du Sénégal pour vulgariser les écrits de Cheikh Moussa Kamara. Synthèse des travaux avec Mamadou Samambo. Symposium sur les écrits de Cheikh Moussa Kamara de Ganguel à l'Institut islamique de Dakar. Une journée marathon pour le comité scientifique et 8 tours d'horloge pour finalement peu de pages parcourues tant le capital intellectuel légué par le savant est immense. Cheikh Moussa a écrit dans plusieurs domaines. Son dernier ouvrage que nous avons découvert porte sur l'astronomie. Pour dire combien il est difficile de présenter son œuvre en une journée. Les chercheurs ont quand même eu le mérite de révéler au grand public l'intérêt scientifique de travailler sur les écrits du savant de Ganguel. Al-Haqq al-Mubin, c'est son deuxième plus important ouvrage selon nos sources. Cet ouvrage s'est révélé un élément essentiel dans la perspective des recherches sur l'islam sénégalais, ses confréries et ses hommes. Cheikh Moussa Kamara y démontre sa capacité de partir d'une attitude à la fois conciliante et scientifique qui autorise à se détacher et à transcender sa confrérie d'appartenance, en l'occurrence la Qadriya, pour se mettre en situation de fraterniser avec tous ses frères de religion dans le respect et la considération de leurs chefs ainsi que de leurs ordres respectifs. Au terme de la journée, une doléance et des recommandations. Cheikh Moussa Kamara mérite d'être parrainé, disons, d'un institut de recherche, d'une université. Enfin, je pense que le symposium aussi a recommandé que les travaux de cette journée soient publiés. L'Institut islamique et la famille de Cheikh Moussa Kamara ont convenu de la nécessité de mettre sur pied la fondation du Cheikh et d'aller très vite vers un colloque. Par ailleurs, ils demandent un accompagnement conséquent de la part du pouvoir public pour réussir le pari de la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara. Symposium sur l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara, le savant de Ganguel. L'examen du baccalauréat occupe une place unique dans la vie des élèves. Tous n'arrivent pas d'ailleurs à ce premier diplôme universitaire obtenu à la fin du lycée. Le bac suit le BFM, lui-même précédé du CFE, ouvrant le bal des examens. Bac et rêve de fac, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Le saut d'obstacle commence dès le CM2 où il faut passer le certificat d'études et l'entrée en 6e. Beaucoup n'arrivent pas à franchir cette première haie et quittent ainsi l'école avant le BFM. À la fin des années lycée, le baccalauréat. Ce diplôme, qui théoriquement autorise à entamer des études supérieures, est appelé par quelques esprits malins brevet d'aptitude au chômage. Au-delà de la caricature, force est de reconnaître que le bachot a perdu de son prestige de jadis. Après le bac, à la fac, chaque année est un examen aux allures de concours. L'entonnoir fonctionne au goutte à goutte. La proclamation des résultats d'examen donne toujours lieu à des scènes pathétiques. La période des examens, c'est aussi la traite des marabouts aux promesses fermes et autres grands charlatans sachant tout, que de mère soucieuse va discrètement consulter. Les potions mystiques, les incantations ésotériques et les sacrifices, rien n'y fait si on n'a rien fait de bon d'octobre à juin. Seul l'effort paie. Au bout, la réussite ou à tout le moins la bonne conscience, quand on a sauté votre nom, fût-il celui d'un saint ou d'une sainte. Bac et rêve de fac, une chronique signée Oumar Diaw. Actualité hors de nos frontières. Le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, les troupes africaines à l'honneur, un détachement de l'armée malienne a ouvert exceptionnellement la cérémonie. C'est un hommage à l'opération Serval. Les troupes africaines et françaises de la mission Serval engagées au Mali à l'honneur dimanche sur les Champs-Élysées. 64 soldats maliens ont ouvert le traditionnel défilé du 14 juillet, suivi d'un détachement des différentes forces africaines qui composent aujourd'hui la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Un détachement de l'armée tchadienne qui a joué un rôle essentiel et payé un lourd tribut sur le sol malien a été particulièrement salué.
Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et les ministres de la Défense de 13 pays africains comptaient parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet. À la tribune était également présent le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. L'intervention française au Mali est un des rares sujets de satisfaction pour le président François Hollande dans un climat économique de crise. Prenons en compte ce qui s'est produit. Une victoire pour l'Afrique, une victoire contre le terrorisme et la fierté que nous devons avoir là aussi. Parce que moi j'ai été salué en Afrique, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais décidé. Ceux qui ont agi, ce sont les soldats français. La France entendait par ce défilé célébrer le savoir-faire de ses forces armées et affirmer son rôle toujours actif sur la scène internationale. Actualité aux États-Unis, relax de George Zimmerman. Il a tué un jeune adolescent noir du nom de Trayvon Martin en 2012 en Floride. Le meurtre a relancé tout le débat sur le racisme et le contrôle des armes à feu dans le pays. George Zimmerman, jugé donc non coupable, il a toujours dit avoir agi en légitime défense, un procès qui a passionné l'Amérique en plein débat sur le contrôle des armes à feu. Le verdict a été rendu samedi soir à Sanford, en Floride. George Zimmerman est reconnu non coupable du meurtre de Trayvon Martin. George Zimmerman est donc reparti libre 1 an et demi après avoir tué un jeune noir de 17 ans alors que ce dernier n'était pas armé. Il a profité de la loi Stand Your Ground en vigueur en Floride qui permet à quiconque se sentant menacé de riposter, voire de tuer son adversaire. Une interprétation très large de la notion de légitime défense. Nous sommes évidemment ravis de ce résultat. George Zimmerman n'est coupable de rien d'autre que de s'être protégé en état de légitime défense. Cette affaire posait la question de la responsabilité individuelle selon le procureur de Floride. Quand quelqu'un a le sentiment de devoir utiliser son arme pour tuer quelqu'un, il doit être responsable. Nous pensons que durant tout ce procès, il a été question de limites et que George Zimmerman a franchi ses limites. Devant le tribunal, une foule anxieuse attendait le verdict. Pas de justice, pas de paix, scandent les manifestants à l'issue du procès. J'ai le cœur brisé pour les parents de Trayvon. En tant que mère, en tant que grand-mère, j'ai des petits-enfants qui grandissent dans cette société. Cela n'aurait pas dû arriver. Le meurtre de Trayvon Martin avait déclenché une polémique sur le racisme aux États-Unis. En février 2012, ce jeune garçon avait été pris à partie par George Zimmerman alors qu'il marchait dans la rue. Trayvon Martin l'aurait alors frappé avant d'être abattu. 1 an et demi plus tard, ce verdict ravive la colère. Les manifestations qui ont eu lieu samedi soir, en Floride, à Washington et en Californie, ont largement été pacifiques, malgré quelques débordements. Un voyage dans l'espace pour 1 heure de temps à 50 millions de francs CFA. C'est ce que propose une société pour le tourisme spatial. Le premier vol est prévu en fin 2014, mais déjà 250 billets ont été vendus. On dit que 50 millions de francs CFA pour 1 heure dans l'espace, c'est du low cost. Le tourisme spatial n'échappe pas aux lois de la concurrence. Une société néerlandaise s'est installée à Hong Kong, espérant conquérir le marché asiatique. Voici la petite merveille, un vaisseau spatial de poche, digne de James Bond, capable de vous conduire à 103 km au-dessus de la Terre. Un vol suborbital d'1 heure qui vous coûtera 100 000 $, presque du low cost, comparé au prix du billet chez Virgin, l'un de ses principaux concurrents, 250 000 $. C'est l'aventure de votre vie. Vous montez dans un petit vaisseau spatial qui s'appelle le Lynx, il y a un pilote et un passager. C'est comme si vous étiez le copilote. Vous décollez d'une piste, comme dans un avion normal, mais tout de suite, vous êtes à la verticale, dans le ciel. Au bout d'1 minute, vous passez le mur du son et en 3 minutes et demie, vous vous retrouvez dans l'espace. Les premiers vols sont prévus fin 2014. Si la société a pu réduire les coûts, c'est que ce vaisseau n'a pas besoin de lanceur et qu'il pourra être réutilisé 5000 fois, contrairement à ses concurrents. 250 billets ont déjà été vendus. Quand il a appris la nouvelle, cet ouvrier à la retraite n'a pas hésité 1 seconde à casser sa tirelire. C'était au journal télévisé, le 8 avril 2011. Ce jour-là, c'était mon jour. J'ai dit oui, j'y vais, et je l'ai fait. Mais avant de partir, le futur astronaute de 54 ans se soumettra à un entraînement pour préparer son corps à la force gravitationnelle et à l'apesanteur. Mieux vaut à ce prix-là ne pas tourner de l'œil pour savourer chaque minute de ce vol inoubliable.
50 millions pour 1 heure dans l'espace, et dit-on, c'est du low cost. Nous allons maintenant au sud du Sénégal pour parler de Dioulogne, une localité du département de Bignona en Casamance qui s'apprête à célébrer la cérémonie de bois sacré. L'événement est prévu du 16 au 17 août prochain. Les ressortissants à Dakar ont effectué samedi dernier une visite de courtoisie à la RTS. L'objectif est de sensibiliser les autorités politiques sur la tenue de cet événement important. Lamine Touré. C'est devant les grilles de la radiodiffusion en télévision sénégalaise que le village de Dioulogne a fait une démonstration spectaculaire de la culture Diola. Une phase de manœuvre en vue de la bonne préparation de la cérémonie de bois sacré. Actuellement, on est sur la phase de manœuvre. La phase de manœuvre donc consiste dans un premier temps à énumérer les mauvais comportements que les futurs initiés ont eu à commettre. Ensuite de les manœuvrer en vue de les préparer à recevoir un guide de bonne conduite. En campagne de sensibilisation à Dakar, ces populations ont tenu à formuler des doléances aux autorités politiques du pays. Cérémonie. Comme c'est là où le Diola met un accent particulier, parce qu'il doit avoir un enfant bien éduqué, il met toute son économie. Première conséquence, c'est d'avoir les vivres pour nourrir cette bonne population. Ensuite, il faut une bonne couverture médicale et l'électricité. Il y a l'accès au village. C'est là où j'appelle son Excellence Maître Macky Sall pour qu'il vienne en aide à la population de Dioulogne. La cérémonie de bois sacré est prévue du 16 au 17 août 2013 à Dioulogne dans la communauté rurale de Guinaki, un événement qui sera jalonné par d'intenses moments d'éducation pour ces non-initiés. L'objectif est de forger de véritables citoyens au service du développement du Sénégal. Dioulogne, une localité du département de Bignona. Espoir à présent, l'AS Douane est dans les eaux troubles du championnat pour son coach Lamine. Le maintien est encore possible, mais il faut que ces poulains rehaussent le niveau de leur jeu. Zoom sur le coach des Gaboulous. C'était en face à l'AS Pikine lors de la 24e journée, nous dit Louis-Philippe Sagna. Nous sommes dans les eaux troubles de ce championnat, donc il nous faudra effectivement avoir un résultat positif, quoi. Arrivé cette saison au club, l'ancien sélectionneur national veut à tout prix empêcher la descente aux enfers. Mais ces consignes n'ont pu freiner les ardeurs de l'AS Pikine. Avant même la demi-heure de jeu, suite à un corner, Céline Diouk assène un coup de tête et permet au sien d'ouvrir le score. Les minutes filent, pas d'évolution jusqu'à la pause. Les Gaboulous savent ce qui les attend au vestiaire. Si vous avez 10 premières minutes, on est à la d'Anvers, 10 minutes, on est à la rue. À la rue. Si nous voulons rehausser, si nous voulons gagner, c'est-à-dire marquer des ennemis, il faut rehausser notre niveau de jeu. Pour certains, concentration, lucidité, efficacité. Les consignes sont claires. Comment vous allez aborder cette seconde partie? Mais avec un engagement pour essayer de rétablir un peu l'équilibre avant de penser à autre chose. La reprise s'annonce difficile pour les Rouges. Le jeu gagne en intensité avec de nombreux assauts qui ne trouvent pas satisfaction. Malgré les changements opérés, les protégés de Lamine n'ont pu remettre les pendules à l'heure. On a parfois confondu vitesse et précipitation. Cela se traduit souvent par des mauvais choix dans la démarche d'approche de l'équipe adverse, du camp adverse. Cela se traduit par de mauvais choix dans la surface. Là où on doit donner à quelqu'un, on essaie de frapper, on est en mauvaise position. Pour dire un peu. Cela traduit encore un peu, je dis, la jeunesse de cette équipe. L'AS Pikine a usé, à la limite parfois même d'expédients pour grignoter sur le temps, pour tuer le match, parce qu'ils ont une avance. Et à ce jeu, nos joueurs sont perdants, parce qu'ils sont jeunes. Ils ne connaissent pas ces artifices, quoi. Un goût amer, mais il y a encore de l'espoir. Avec un coach aussi expérimenté, tout est possible.
Et oui, Louis Philippe Sagna, tout est possible et donc le message est passé. L'AS Douanes est aujourd'hui à bout de Touré-Kunda à Hambourg, 1-0. 25e journée de la Ligue 1, le Jaraaf de Dakar et l'Union sportive de Gorée ont fait match nul, 2 buts partout. Niary Tally et l'Union sportive de Ouakam se sont partagés les points, 1 but partout. Score du match, les deux rencontres se sont déroulées au stade de Demba Diop, Abdelaziz Ban. Dans cette rencontre, ni le Jaraaf ni l'Union sportive de Gorée n'avaient droit à l'erreur. Un début de match assez timide et les rares occasions de but sont vendangées par les attaquants. Les verts et blancs parviennent tout de même à ouvrir le score. Un but signé Ibrahima Diop sur cette frappe. L'attaquant ne se pose pas de questions face au portier des insulaires. 1-0 à la pause. À la reprise, l'Union sportive de Gorée est d'attaque. Les insulaires égalisent à la 50e minute. Malik Niang ne laisse aucune chance à Khadim Ndiaye, le portier du Jaraaf. L'Union sportive de Gorée parvient à inscrire un deuxième but par le Niang. L'attaquant profite de l'erreur de l'axe central du Jaraaf pour scorer. L'équipe de la Médina ne s'en va pas vaincue et se crée des occasions. Le Jaraaf revient au score à la 88e minute. Ibrahima Diop signe son doublé de la soirée. Le Jaraaf et l'Union sportive de Gorée se partagent les points dans ce derby dakarois. Dans l'autre rencontre, Niary Tally et l'Union sportive de Ouakam se sont partagés les points. Les Ouakamois ont ouvert le score à la 42e minute. Sidi Diagne reprend un centre devant le but de Niary Tally. Les Galactiques vont revenir à la marque à la 60e minute. Le nouvel entrant Talla Ndiaye remet les pendules à l'heure. Les deux formations se quittent sous ce score nul d'un but partout. Le sport met fin à ce journal, mais je vous signale que vous pourrez suivre à 21h50 le magazine Recto Verso. Abdourahmane Koïta vous propose deux grands reportages, l'enclavement de l'île à Morphil, un sujet signé Abdourahmane Koïta, et la situation du village pour l'épreuve de Koutal avec un reportage de Claire Diop. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.